passe à l'exercice 2 maintenant, donc analyse des protéines, on attaque directement. On dispose de 3 protéines globulaires A, B, C, à pH égale 7. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit la protéine A est un monomère de 40 kilodaltons dont le PI est de 5. Donc PI, on rappelle que c'est le point isoélectrique. La protéine B est un homodimère de 80 kilodaltons dont les sous-unités sont maintenues ensemble par un pont disulfure et dont le PI est de 13. La protéine C est un homotétramère de 80 kilodaltons dont les sous-unités sont maintenues ensemble par des liaisons faibles et dont le PI est de 2. Donc ça c'était pour l'énoncé. Le QCM, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit si le mélange est soumis à une électrophorèse sur gel polyacrylamide en présence de SDS, on peut obtenir la figure suivante. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut savoir du coup pour cette première question? Déjà, on va devoir se restituer toutes les protéines parce que là on a des mots, c'est pas très clair dans notre tête. Donc du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement reconstituer donc ces protéines mais sous une forme plus schématique qui va un peu plus nous parler. Donc ça, je vais le faire tout en bas pour avoir la place. Donc si on fait ça et qu'on commence par la protéine numéro A. Ok. Alors si on commence par la A, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est un monomère de 40 kilodaltons dont le PI est de 5. Donc un monomère concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une protéine qui est constituée d'une seule chaîne, donc qui n'a pas de structure quaternaire. Et donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter ça avec un simple trait, on ne va pas se casser la tête. Donc ça, il faut imaginer que c'est ma chaîne protéique. Et donc ensuite, on sait quoi d'autre sur A? On sait donc qu'elle pèse 40 kilodaltons et que son PI est de 5. Donc pour s'en souvenir, hop, 40 KDA. Et on rappelle ensuite ici que le PI est égal à 5, tout simplement. Ensuite, pour B, qu'est-ce qu'on sait? B, on nous dit que c'est un homodimère de 80 kilodaltons dont les sous-unités sont maintenues ensemble par un pont disulfure et dont le PI est de 13. Donc déjà on nous dit homodimère. Homodimère ça veut dire quoi? Dimère, di c'est 2. Ça veut dire qu'on va avoir une protéine constituée cette fois-ci donc de 2 sous-unités tout simplement. Et comme on a le terme homo, ça va signifier quoi? Que ces 2 sous-unités là sont identiques tout simplement. Donc on va pas non plus se casser la tête ici pour l'exercice, on va tout simplement représenter la première sous-unité puis la deuxième. Et étant donné qu'elles sont homodimères, qu'elles sont identiques, on les fait à peu près de la même taille, voilà, pour garder en tête que ce sont donc des jumelles. Et on nous dit ensuite que ces sous-unités-là sont reliées par un pont disulfure. Donc moi, on rappelle que les ponts disulfures, ce sont des liaisons qui se font entre deux sulfates qui proviennent de cystéine. Donc pour représenter ça, on met un S là, on met un S là, et hop, donc ça c'est mon pont disulfure tout simplement. Et donc là on a fini de représenter B. Maintenant on nous dit que c'est un homodimère de 80 kilodaltons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette protéine constituée des 2 sous-unités va avoir une masse de 80 kilodaltons. Or, on rappelle que on a affaire à un homodimère et donc les 2 sous-unités sont identiques. Donc si elles sont identiques, logiquement, elles ont aussi la même masse. Donc on comprend qu'ici, la seule possibilité pour avoir du 80 kilodaltons, c'est d'avoir du 40 ici et du 40 là. Donc voilà, ça c'est ce qu'on sait. Et ensuite, on sait que le PI est de 13. PI égale 13. Donc ça c'était pour la B. Si maintenant on représente du coup la protéine C d'une manière générale, on dit que c'est un homotétramère, donc 4 sous-unités qui vont être identiques. 1, 2, 3 et 4 tout simplement. Et on sait ensuite qu'elles sont reliées par des liaisons faibles, donc pour représenter ça, des pointillés pour ma part. Voilà. Une fois que j'ai fait ça d'une manière générale et qu'on revient du coup à la première question, on nous dit quoi? On nous dit si le mélange est soumis à une électrophorèse sur gel polyacrylamide en présence de SDS, on peut obtenir la figure suivante. Donc qu'est-ce qu'on sait concrètement? Nous, on sait que l'électrophorèse, ça va être une méthode de séparation donc, des différents morceaux de protéines qui va être basée sur leur charge, mais sur leur intensité de charge. Plus l'intensité de charge va être importante, et plus ma protéine va alors migrer vers donc le pôle de signe opposé, tout simplement. Ici, en l'occurrence, d'une manière générale, on est sous SDS. Je rappelle que le SDS, donc, c'est un produit chimique de dénaturation, le dodécylsulfate de sodium, qui va faire deux choses. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va dénaturer les protéines, c'est-à-dire qu'il va tout simplement les dépourvoir donc, de toute structure, que ce soit la secondaire ou la tertiaire, ou éventuellement la quaternaire, sauf la structure primaire bien entendu. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que
Mes protéines, eh bien, voilà, c'est des protéines vacantes qui n'ont plus de structure dans l'espace particulière. Voilà, et puis d'une manière générale, ce SDS, il va faire une deuxième chose, c'est tout simplement faire en sorte que toutes les protéines soient chargées négativement. Et donc l'objectif derrière ça, ça va être quoi? Ça va être de faire en sorte que la migration de ma protéine, elle ne va dépendre que d'un seul facteur, et ce facteur-là, c'est quoi? C'est la taille. Plus ma protéine va être grosse, et plus elle va avoir du mal à migrer vers le pôle de signe opposé, et donc elle va prendre du retard, tout simplement. Donc ça va être grâce au SDS. Il faut aussi garder en tête que le SDS, d'une manière générale, n'est pas apte à détruire les ponts disulfures. Donc si j'ai une présence de ponts disulfures, le SDS ne va rien y changer. Donc ça aussi, c'est important à garder en tête. Donc est-ce que c'est possible d'avoir ça tout simplement? Eh bien, d'une manière générale, on a vu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a dit qu'on avait une protéine A de 40 kilodaltons. Donc concrètement, si je réalise un SDS, enfin si j'utilise le SDS, on est d'accord que ça va absolument rien changer à ma protéine A. Donc ça, on ne touche pas. La protéine B, par contre, qu'est-ce qui se passe? Bah non, c'est toujours pareil. On voit bien qu'on a effectivement ici deux sous-unités, mais on a un pont disulfure. Et on rappelle que les ponts disulfures résistent au SDS. Donc là, encore une fois, ça ne va rien changer. Par contre, au niveau de la protéine C, qu'est-ce qui va se passer si je réalise du coup une SDS? Bah, il va se passer que mes quatre sous-unités vont devenir indépendantes. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer que je vais avoir 1, 2, 3 et 4 sous-unités qui seront donc totalement indépendantes, qui ne seront plus liées. On rappelle aussi que la protéine C, eh bien, elle a une masse de 80 kilodaltons. Si je divise ça par 4, je me rends compte que chaque sous-unité va avoir une masse de 20 kilodaltons. Donc 20, 20, 20, et 20, tout simplement. Donc ça c'est super important. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant je réalise une électrophorèse avec toutes ces protéines, si on commence par la protéine C, on va voir quoi? Alors, on va faire ça à côté donc, de ça, donc on va changer la couleur à la limite. On va mettre du bleu pour pouvoir comprendre que ça c'est la correction. Donc, tac, 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 tac. Si je mets 40 ici et que je mets du 20 ici, et que je re-regarde la protéine C, je me rends compte de quoi? Je me rends compte que je vais avoir 1, 2, 3 et 4 chaînes qui vont se retrouver donc à hauteur de 20 kilodaltons, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il faut imaginer que grâce au SDS, toutes mes protéines sont chargées négativement, et donc ici on a le pôle moins, tout simplement, ici le pôle plus, et donc du coup mes protéines vont migrer dans cette direction-là. Et donc les plus lourdes du coup vont s'arrêter avant, les plus légères vont s'arrêter après, puisqu'elles elles vont avoir plus de facilité à migrer vers le pôle de signe opposé. Donc on a dit qu'on avait tout simplement 4 chaînes qui vont se retrouver donc à hauteur de 20 kilodaltons. Et donc on est d'accord que ça va être représenté donc par une bande qui va être relativement épaisse, étant donné qu'on a 4 chaînes. Donc voilà, je vais le représenter comme ça ici, on va pas rentrer dans le détail. Hop. Ensuite, on a quoi d'autre? Si je fais par exemple la protéine A, bah, la protéine A, il n'y a pas de surprise, c'est un monomère, donc 40 kilodaltons. Donc on sait qu'on va avoir une marque qui va être 4 fois plus petite à 40 kilodaltons, donc en l'occurrence ici, voilà, tout simplement. Mais il nous reste la B. La B, on a quoi? On a tout simplement une protéine qui globalement pèse 80 kilodaltons et qui reste soudée. C'est-à-dire que ces deux sous-unités restent soudées puisqu'elles sont liées par des ponts disulfures et les ponts disulfures ne réagissent pas au SDS. Donc ça veut dire que cette protéine, elle va rester telle qu'elle à une masse de 80 kilodaltons. Donc concrètement, si je la représente à ce niveau-là, 80 kilodaltons, on va imaginer que c'est donc bien évidemment donc, au-dessus de 40. Et donc ici, il faut imaginer du coup qu'on va voir tout simplement une marque, étant donné que la protéine B va migrer à ce niveau-là, tout simplement. Et elle est constituée de deux sous-unités, donc elle est quand même un peu moins épaisse que celle de 20. Donc ce qu'on peut en conclure du coup pour cette première question, c'est que eh bien, ce schéma-là, il est totalement faux. Pourquoi il est totalement faux? Parce que la protéine B, eh bien, elle va rester tout simplement donc, à hauteur de 80 kilodaltons, mais aussi parce que la protéine C va migrer à hauteur de 20 kilodaltons et elle est constituée de 4 sous-unités, tandis que ce qu'on voit donc, ici à 40 kilodaltons, c'est uniquement la protéine A qui est un monomère. Donc en fait, il est tout à fait normal que la bande à hauteur de 20 kilodaltons soit bien plus épaisse que celle à 40 kilodaltons, ce qui n'était pas trop le cas donc, dans l'exemple de gauche. Donc voilà, c'est deux différences majeures, c'est qu'on a une marque à 80 kilodaltons normalement pour la protéine B, et on doit avoir une différence d'épaisseur entre ce qui a migré à 40 kilodaltons et à 20 kilodaltons. Les questions maintenant, donc là on nous pose une deuxième question qui est
Si le mélange est soumis à une chromatographie échangeuse de cations, seules les protéines A et C interagiront avec la phase stationnaire. Alors ça c'est hyper simple, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que lorsqu'on a une chromatographie échangeuse de cations, on comprend que la phase stationnaire, donc la résine qui est utilisée au niveau de la chromatographie, elle va devoir avoir une charge négative, une charge anionique, puisque de cette manière, elle va pouvoir interagir avec les cations. Donc il faut faire attention, on parle bien de chromatographie échangeuse de cations, ça signifie qu'elle interagit avec les cations, et donc elle est chargée négativement. Donc là, première chose à retenir effectivement, c'est que ma résine, du coup, elle est chargée négativement. Ok. Et donc pour que mes protéines A et C puissent interagir avec, il faut qu'elles soient chargées positivement. Donc ça, c'est ce qui reste à voir. Et donc si on retourne sur l'énoncé, qu'est-ce qu'on a? Si on retourne sur l'énoncé, on commence par la protéine A. On voit bien que la protéine A est un monomère de 40 kilodalton dont le PI est de 5. Et là, il y a une règle d'or pour savoir si cette protéine est chargée négativement ou positivement. C'est de comparer le pH et le PI. Donc la règle, c'est quoi? C'est que quand le pH est supérieur au PI, eh bien ça signifie que la protéine du coup va être anionique, tout simplement. Donc je vais le noter. pH supérieur au PI égale anionique. Ok. Et donc du coup, si on applique ça à la protéine A pour commencer, on voit que le pH est 7, le PI c'est 5, bah ma protéine A elle est chargée négativement. Donc on va mettre un petit moins ici. Si je fais ça maintenant avec la protéine C, on voit que le PI il est de 2, donc c'est pire, hein, pH toujours supérieur au PI, ma protéine C est chargée négativement. Et donc tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit d'une manière générale que ma résine, eh bien, elle est tout simplement chargée négativement. Donc pour conclure cette question-là, du coup, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir tout simplement que mes protéines A et C sont chargées négativement, ma résine est chargée négativement, donc l'interaction n'aura pas lieu. Donc la réponse 2, elle est totalement fausse. Si maintenant on passe à la question 3, la solubilité de la protéine C est maximale à pH égale 2. Donc pH égale 2, on retourne donc sur l'énoncé. Qu'est-ce qu'on sait sur la protéine C? On nous dit que son PI, il est de 2. Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que lorsque le pH est égal au PI pour une protéine, alors la solubilité de cette protéine va être minimale. Donc là, il faut faire attention aux mots. C'est bien minimal et non pas maximal. Du coup, la réponse 3, elle est aussi fausse. On passe à la question 4 maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la protéine B est constituée d'environ 700 à plus ou moins 100 résidus d'acides aminés. Donc pour résoudre cette question, il suffit donc d'approximer nous-mêmes le nombre d'acides aminés qui va constituer la protéine B. On sait que la protéine B elle a une masse de 80 kDa. On sait que la masse moyenne d'un acide aminé c'est 110 daltons. Donc tout ce qu'il nous reste à faire c'est ça. C'est de nous dire donc que la masse de la protéine c'est 80 kDa, donc soit 80 000 daltons. Donc là ça c'est une conversion qu'il faut faire. Et si je divise ça du coup donc par 110 qui est la masse approximée donc d'un acide aminé, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'obtiens 727. Et donc, effectivement, on est à 700 à plus ou moins 100 acides aminés. Donc, cette réponse est totalement vraie. Donc la 4, on valide. Il nous reste la dernière question. Si le mélange est soumis à une chromatographie d'exclusion stérique, l'ordre d'élution des protéines du mélange sera A suivi simultanément de B et C. Je rappelle que la chromatographie d'exclusion stérique, elle va utiliser en fait une phase stationnaire qui est constituée de billes poreuses, c'est-à-dire en fait de billes qui sont tout simplement trouées. Et lorsque je vais amener du coup tout simplement ma phase mobile avec mes protéines, les petites protéines sont tellement petites qu'elles vont pouvoir en fait rentrer dans ces trous-là de mes billes, ce qui va les retarder. Et donc en fait les premières protéines à sortir, donc à être éluées, ce seront les grosses protéines. Donc est-ce que ici la plus grosse protéine c'est A? Eh bien on vérifie tout simplement dans l'énoncé. Est-ce que c'est A qui a la plus grosse masse? Bah pas du tout. Donc d'entrée on sait que la question 5 est totalement fausse. Fin des exercices, donc j'espère que ça vous aura un minimum aidé dans vos révisions. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à vous tourner donc, vers les forums, hein, donc sur TSPS, c'est super important. N'hésitez vraiment pas, il y a des tuteurs qui sont là pour répondre à vos questions. Et sinon, si vous voulez des questions donc, particulières donc, vis-à-vis de cette vidéo en particulier, bah, je vous invite à nous envoyer des messages. Donc voici les prénoms donc, des personnes qui ont travaillé sur cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions et bon courage pour les examens.